L'Arménie joue son avenir et celui de la paix dans la région. Ces législatives vont-elles sceller le rapprochement d'Erevan avec l'Union européenne et les États-Unis? On voit tout cela avec Kristina Moleova. Dans les rues de Yerevan, impossible de les rater. Alors que les bureaux de vote ont ouvert en Arménie pour des élections législatives particulièrement scrutées, les rues de la capitale croulent sous les affiches de campagne des candidats. D'un côté, le Premier ministre sortant Nikol Pachinian, qui espère obtenir la confirmation de son cap pro-occidental. Après avoir déposé son bulletin dans l'urne, il affirme que le rapprochement du pays avec l'Union européenne sera sa principale priorité s'il est réélu. L'avenir de l'Arménie repose sur le renforcement de son indépendance, sa souveraineté, sa démocratie et l'état de droit, et nous poursuivrons sur la voie des réformes démocratiques avec le soutien de nos partenaires européens. De l'autre, le milliardaire russo-arménien Samvel Karapetyan, chef du parti Arménie Forte. Celui-ci prône un retour du pays dans le giron russe et joue sur le ressentiment de nombreux électeurs après la perte de l'enclave du Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan en 2023. Ma famille vient du Haut-Karabakh et nous l'avons perdu. Les autorités actuelles nous ont enlevé tout espoir. Et Samvel Karapetyan nous a donné une nouvelle conviction, celle de pouvoir préserver notre Arménie et nos traditions. Un scrutin à très fort enjeu pour ce pays de 3 millions d'habitants, pris dans un jeu d'équilibriste délicat entre l'Occident et Moscou, car la Russie, qui n'apprécie pas le changement de cap de l'ancienne République soviétique, durcit le ton. Ces dernières semaines, le Kremlin a ainsi gelé les importations de nombreux produits agricoles arméniens et menace désormais de mettre fin à ses livraisons de gaz et de pétrole à Yerevan, voire d'un scénario à l'ukrainienne. La Russie ne s'est jamais opposée à ce que l'Arménie diversifie ses relations extérieures. Cela dit, on peut difficilement qualifier ainsi la ligne actuelle des autorités arméniennes, qui est déséquilibrée vis-à-vis de la Russie. De nombreuses ingérences numériques pro-russes ont également été relevées pendant toute la durée de la campagne électorale. Plus de 460 vidéos truquées, faux reportages et faux graffitis ont été diffusés sur les réseaux sociaux ces 8 derniers mois. Un record en termes de quantité de fausses informations produites avant la date du scrutin. Oui, un scrutin, un test donc pour l'Europe. Bonsoir Ulrich Bouna, vous êtes analyste géopolitique Europe centrale Est Ukraine, chercheur associé pour Eurocréative. Si les Arméniens votent pour l'Europe, Vladimir Poutine va-t-il laisser faire? Je pense que oui. Parce que en fait, très concrètement, il n'a pas non plus de grandes options derrière, et parce que quel que soit finalement le résultat de ces élections, Nikol Pachinian n'aura pas complètement les mains libres. Comme ça a été rappelé dans le reportage, l'économie arménienne dépend encore quand même pas mal des exportations qu'elle fait vis-à-vis de la Russie. D'ailleurs, M. Pachinian a dit qu'il faudrait quand même un certain nombre d'années pour que ce basculement économique vers l'Union européenne se fasse. Et puis aussi parce qu'il y a une base de l'armée russe qui est située à Gyumri, deuxième ville de l'Arménie. L'armée russe, en tout cas le FSB, donc, qui fait aussi office de garde frontière, garde une partie des frontières de l'Arménie encore aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la Russie a encore un certain nombre de cartes dans son jeu. Il est très probable, et c'est sans doute le sens de toute la campagne de Nikol Pachinian, d'essayer de rééquilibrer les choses et de beaucoup moins dépendre de Moscou que par le passé. Néanmoins, ce changement ne se fera pas du jour au lendemain. Et même Nikol Pachinian, dans une déclaration aujourd'hui, a dit que finalement, en quelque sorte, les tensions avec la Russie avaient été exploité par ses opposants politiques et que pour lui, il n'y avait pas du tout de tension entre Moscou et Erevan. Voilà, et est-ce que la Russie a encore des cartes à jouer dans la guerre en Ukraine? Il y a une réunion qui va se tenir dans quelques minutes maintenant à Londres. Keir Starmer reçoit le président ukrainien qui est arrivé avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Merz. Pourquoi maintenant? Que peut-on attendre de cette réunion? Alors, je réponds un peu à votre question. Est-ce que la Russie a encore des cartes en Ukraine? C'est-à-dire qu'on a pendant très longtemps dit que l'Ukraine n'avait pas de cartes. En tout cas, c'est Donald Trump qui le disait. Le fait est que ces dernières semaines, on voit que l'armée russe piétine de plus en plus dans l'est de l'Ukraine, le Donbass, que les Ukrainiens ont cette capacité à frapper dans la profondeur, à peu près même à Saint-Pétersbourg, en quelque sorte, au moment de l'ouverture du forum économique de Saint-Pétersbourg, de frapper les raffineries. Finalement, ce mythe un peu de la toute-puissance russe, il est battu en brèche. Même l'économie russe commence à montrer des signes de fatigue. Et donc, du coup, effectivement, il y a sans doute cette perception en Ukraine et aussi dans certains pays européens que les Américains étant hors jeu parce que complètement pris en Iran, il y a peut-être une espèce de moment dont il faut profiter où les Ukrainiens reprennent du poil de la bête. Les Russes sont un petit peu en
en perte de vitesse, et donc peut-être que les Européens et les Ukrainiens se disent que c'est maintenant qu'il faut essayer de renouer un fil diplomatique avec Vladimir Poutine, qui sera peut-être plus enclin à faire des concessions que par le passé. Oui, d'accord. Donc ça serait plus d'un point de vue diplomatique que lancer une offensive armée, apporter encore plus d'aide militaire à l'Ukraine, selon vous? C'est quand même très probable. En termes de, enfin, l'un des problèmes de l'Ukraine, c'est quand même son manque d'hommes. Et ça, malheureusement, quelles que soient les quantités de matériel militaire, vous ne pouvez pas compenser. Les drones permettent de se défendre, mais pour occuper le terrain, il faut des hommes et l'Ukraine en manque. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, on a quand même le sentiment, on l'a vu avec ce prêt de 90 milliards de l'Union européenne, que les Européens, ça commence à être compliqué de fournir beaucoup plus d'aide à l'Ukraine que par le passé. Et donc surtout vis-à-vis de trois chefs de gouvernement ou chefs d'État qui sont quand même dans des situations politiques un peu compliquées en interne. Mais Emmanuel Macron est en fin quinquennat, et Keir Starmer et le chancelier Merz sont, eux, déstabilisés en interne, de moins en moins, on va dire, en tout cas de plus en plus contestés. Et donc, du coup, effectivement, moi, je m'attends plus à essayer de voir comment est-ce que ces trois pays peuvent aider l'Ukraine à essayer peut-être de redémarrer la machine diplomatique, plutôt que des grandes annonces sur éventuellement de nouvelles aides militaires. Peut-être éventuellement, par contre, des partenariats, par exemple, sur la construction de drones. Ça, c'est peut-être des choses qu'on pourra voir. Et très brièvement, le journal français Le Figaro révèle que l'Ukraine est l'invité d'honneur des célébrations du 14 juillet en France. C'est un symbole? Complètement. Je pense que, alors, il n'y aura pas que eux, hein, il y aura tous les pays de la coalition des volontaires portés par Emmanuel Macron et Keir Starmer. Je pense qu'il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron, ce sera son dernier 14 juillet, de marquer le coup et de marquer qu'en quelque sorte, l'Union européenne au sens large est capable de devenir une puissance géopolitique, une puissance militaire pour aider notamment l'Ukraine.